Bonjour à toutes et tous, nous abordons aujourd'hui un second hors-série nous envoyant en pleine Amérique précolombienne et plus précisément en Mésoamérique. Ce sera un survol de l'histoire très riche de l'Amérique centrale précolombienne, ne m'en voulez donc pas si certains aspects sont laissés de côté. Je ferai régulièrement des parallèles avec l'histoire européenne afin de rendre le tout plus parlant et tangible tout en mettant cela en perspective. Les illustrations de ce hors-série sont l'œuvre de la talentueuse Sissy Sweet, dont vous trouverez un lien vers la page DeviantArt dans la description. Tout le monde connaît les Mayas et les Aztèques au moins de nom, mais bien moins ont entendu parler des Olmecs, ou devrais-je dire, selon certains auteurs, les Zoqués. Pour la clarté du propos et du fait que le terme Zoqué est encore aujourd'hui débattu, je m'en tiendrai au doux nom qu'on leur attribue depuis leur redécouverte. De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de civilisation dans cet épisode ? L'ami Larousse considère que le terme désigne l'ensemble des caractères propres à la vie intellectuelle, artistique, morale, sociale et matérielle d'un pays ou d'une société. Ainsi, la civilisation olmèque est à ce jour considérée comme étant la source culturelle principale des civilisations d'Amérique centrale. Il est important de noter qu'à la marge, la proéminence de cette racine culturelle est contestée par certains auteurs et fait l'objet de débats. Il y aura peut-être de nouvelles découvertes à l'avenir permettant d'offrir des précisions et de clore les débats. Quoi qu'il en soit, et cela n'est pas à ce jour débattu, les Olmecs sont la première véritable civilisation mésoaméricaine dont nous avons trace à ce jour, et l'impact fondamental de cette civilisation sur celles qui auront suivi est reconnu et admis par une vaste majorité des archéologues et historiens. Équivalent à l'influence de la Grèce antique sur le monde latin et occidental, la civilisation olmèque est la source considérée aujourd'hui par les historiens comme étant la racine des cultures mayas, zapotèques, mixtèques et plus tard aztèques, pour ne citer qu'elles, car il y en a eu d'autres. Alors pourquoi en a-t-on si peu entendu parler ? Eh bien parce que leur redécouverte est relativement récente et date de la seconde moitié du 19e siècle. Ensuite, la civilisation olmèque est très antérieure à l'arrivée des Européens. Lorsque les Espagnols débarquent en Amérique centrale, il n'en restait pas grand-chose d'identifiable et c'est l'archéologie qui permet plus tard de les ramener à la vie. Cela explique aussi le fait qu'ils soient si peu représentés dans la culture populaire. L'extraordinaire culture maya aura légué au monde de nombreux monuments et cités d'une grande beauté que je vous invite à aller voir de vos yeux si vous en avez l'occasion. De l'impressionnante Chichén Itzá à la belle cité portuaire de Tulum en passant par Mayapan. Mais trêve de tourisme, peut-on parler de civilisation maya ? La réponse est oui. Peut-on parler d'empire maya ? La réponse est non. Et pour cause, la civilisation maya a son apogée que l'on appelle l'époque classique, et durant son déclin, que l'on appelle l'époque post-classique, était divisée en de nombreuses cités-états, un peu comme l'était la Grèce antique ou même l'Italie du Moyen-Âge à la Renaissance. On y retrouve des cités farouchement rivales, comme par exemple Tikal et Calakmul. Chaque cité s'entourant d'alliés et de vassaux, une fois de plus sur un modèle similaire à ce qu'ont connu la Grèce antique et ses cités rivales. Grandeur et décadence des cités-états rythmaient les équilibres des terres mayas qui s'étendaient sur 5 de nos pays modernes, le Mexique, le Guatemala, le Belize, le Honduras et le Salvador. Néanmoins, bien que divisée, la civilisation maya aura connu diverses tentatives d'unification du peuple maya, dont l'une des tentatives intéressantes s'est concrétisée à l'époque post-classique par la construction de la cité de Mayapan, qui signifie, selon certaines traductions, l'étendard du peuple maya. Le but de cette cité était d'unifier et de fédérer les différents états mayas au sein d'une sorte de fédération. Elle ne parviendra néanmoins jamais à regrouper une part suffisamment significative de la civilisation maya et s'éteindra dans la violence. Et je n'ose même pas vous dire comment. Allez, vous l'avez peut-être deviné, c'est en raison d'une révolte d'une des factions de sa propre fédération, une division décidément viscérale pour ce grand peuple. C'est donc pourquoi il est bien possible de parler de civilisation maya, mais certainement pas d'empire. Les Aztèques, que l'on devrait par ailleurs nommer les Mexicas, tout simplement parce que c'est le nom qu'ils se donnaient eux-mêmes, sont bien connus pour leurs pratiques nous paraissant sanguinaires et parfois franchement cruelles. Au fil de mes lectures, j'ai été forcé de constater que cette image n'est pas franchement volée, ce qui n'a fait qu'attiser ma curiosité sur le sujet. Pourquoi ce peuple à la culture riche, capable de constructions grandioses et de victoires militaires spectaculaires, se comporte-t-il ainsi ? Qu'est-ce qui explique ces pratiques violentes et sanguinaires ? C'est ce à quoi je vais tenter de répondre en m'appuyant comme à l'habitude sur les travaux d'historiens et d'anthropologues dont vous trouverez les références en description de cette vidéo. Tout d'abord, rappelons brièvement qu'au moment où les Espagnols débarquent au Mexique, l'empire aztèque était jeune et existait depuis moins d'un siècle. C'était donc un empire récent dont la culture était très inspirée par les cultures préexistantes, un peu comme les Romains l'ont fait en Europe en s'inspirant régulièrement d'autres peuples. Il faut aussi noter que la religion mexicas comprend elle aussi de nombreuses similarités avec les religions pratiquées par les autres peuples d'Amérique centrale. Ainsi, les sacrifices et autres joies les entourant étaient déjà pratiqués par les Mayas, entre autres. La grande différence se fera sur la quantité de sacrifices, le profil des sacrifiés et les pratiques entourant la religion mexicas de manière générale.
Les Mexicas se livreront à des sacrifices de masse, fournis par une chasse intensive de prisonniers, ou devrait-on dire de victimes, chez les peuples soumis ou ayant le malheur de se trouver à leur portée. Les guerriers Mexicas avaient ainsi développé des techniques de combat dont le but n'était pas de tuer, mais de faire un maximum de prisonniers, ce qui leur jouera de vilains tours lors des combats contre les Espagnols. Sans entrer trop dans de macabres détails, mais de manière à vous donner une idée de ce qui se faisait, je vais m'appliquer à expliquer l'une des formes de sacrifice Mexicas. Cette forme de sacrifice se déroulait en haut d'une pyramide et consistait à étendre la malheureuse victime sur une pierre, lui ouvrir le torse à coups de couteau de silex, en extraire le cœur, puis présenter l'organe au soleil qui était censé se nourrir de sang afin de pouvoir continuer sa course. Rien que là, on sent déjà un joli niveau, mais ça ne s'arrête pas là. Le corps était ensuite décapité. Est-ce que c'est terminé? Eh non, toujours pas. La tête et le corps étaient alors lancés du haut de la pyramide, dévalant les marches jusqu'au sol. Une fois en bas, les différentes parties du corps étaient coupées pour être consommées par la suite. Et oui, nous parlons bien là de cannibalisme. Seul le torse servait ensuite à nourrir les animaux, tandis que la tête était gardée afin d'en faire collection. Ils sont ainsi les auteurs du fameux râtelier de crâne ou Tsompantli, récemment découvert. Et vous savez quoi? Tout ça n'était même pas dans l'idée d'effrayer qui que ce soit. Tout ça était toujours dans le cadre de leur religion. Et oui, les Tsompantli étaient considérés comme des arbres à crâne, du fait que dans l'inframonde des Aztèques, tout comme dans celui des Mayas, existait en effet un arbre lié à la fertilité dont les fruits étaient, vous l'avez deviné, des crânes. Vous comprenez maintenant pourquoi ils ne l'avaient pas volé, cette terrible réputation. Mais comment un peuple en arrive-t-il à normaliser des pratiques aussi terrifiantes et les pratiquer à une échelle telle qu'il faille constamment partir à la chasse aux prisonniers? Les hypothèses sont diverses et variées, le souci résidant dans le fait que les sources aztèques sont limitées. C'est une conséquence malheureuse de la violente conquête de l'Empire Mexicas par les Espagnols. Ces derniers sont responsables de la disparition de la quasi-totalité des documents aztèques. Néanmoins, ce serait bien mal connaître les historiens, archéologues et autres anthropologues que de croire que cela les empêcherait de se pencher sur la question. Ainsi, en faisant une petite tambouille des hypothèses que j'ai eu l'occasion de lire, nous pouvons prudemment avancer deux sources principales. La première est religieuse, le soleil devait être nourri de sang afin de lui permettre de poursuivre sa course et ainsi retarder l'apocalypse au maximum, tout en maintenant un équilibre dans le cosmos. La seconde en est la conséquence politique. Celui qui jeta les bases de l'Empire aztèque, le dirigeant de Tenochtitlan, le fameux Itzcoatl, pardonnez la prononciation, officialisa le dieu Huitzilopochtli comme étant une manifestation du dieu soleil, imposant ainsi aux Aztèques le devoir sacré de la guerre, de la conquête et du sacrifice. En conséquence, les guerriers Mexicas s'étaient fanatisés, les rendant redoutables sur le champ de bataille et particulièrement cruels tout en offrant au futur empire aztèque une source de revenus réguliers grâce au pillage et aux conquêtes. Il y a donc bien une logique derrière tout cela, bien qu'elle nous paraisse ô combien terrible. Si nous devions répondre à la question initiale, les Aztèques étaient-ils cruels ou zélés? La réponse serait sans doute les deux. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires et à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. Sur une note plus générale, saviez-vous que Démystif souffle bientôt sa première bougie? Eh oui! À cette occasion, vous pouvez venir nous poser vos questions sur les réseaux sociaux jusqu'à une semaine après la publication de Sorcery. J'y répondrai avec très grand plaisir le 18 juin prochain en vidéo. Je vous laisse avec mon instant galérien Mexicas pour finir. Merci à vous tous qui nous soutenez et à très vite. Officialisa le dieu Huitzilopochtli. Officialisa le dieu Huitzilopochtli comme étant une manifestation du dieu soleil. Bon, alors,